Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission L'Entretien du jour. Des cas de suicide, l'actualité ne manque pas de nous en rapporter pour ceux qui ne passent pas inaperçus. Ce que l'on ne sait pas toujours, ce sont les raisons profondes qui peuvent pousser un être humain à d'abord penser se donner la mort, puis à passer à l'acte. Devant l'irréparable, chacun y va de ses commentaires. Cet irréparable n'était pas inévitable. Il ou elle aurait pu se confier à quelqu'un en tentant souvent. Mais combien sommes-nous à être attentifs, ou du moins à remarquer autour de nous une âme en peine lorsqu'elle s'emmure dans une dépression où l'abîme l'emporte? Juanita Bokosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres, présidente de Doji, Oui. Une structure très active dans la protection des personnes vulnérables. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Votre page Facebook témoigne des cas qui vous sont soumis, des personnes qui viennent à vous via les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas, je présume, et qui donc vous soumettent des cas qui les assaillissent. Je vais dire, j'ai tout au moins lu l'histoire de cette dame-là qui a fini par se donner la mort, malgré l'attention que vous lui prêtiez. Dites-nous d'abord, ces personnes qui viennent à vous, viennent-ils à la recherche de solutions, a priori, ou d'abord parce qu'elles veulent une oreille, j'allais dire, pour les écouter? Alors, je dirais qu'avant tout, on a toujours besoin d'une oreille pour nous écouter. Quand nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous n'avons pas quelqu'un vers qui aller. Donc, la première des choses, déjà, c'est l'écoute et ensuite, la recherche de solutions. Donc, si vous devez catégoriser, c'est d'abord pour cette écoute-là que Oui. les personnes se portent à vous. Ce n'est pas évident que quand on est assailli par des problèmes qui touchent à notre intimité, à notre amour propre, qu'on s'ouvre, je le dis comme ça, à des personnes inconnues. C'est d'abord des membres de la famille qui sont priorisés, des amis, des collègues. Comment comprenez-vous que ceux-là en arrivent à passer ce cercle d'intimité et à s'ouvrir encore via les réseaux sociaux à des personnes qu'ils ne connaissent pas? Alors, je dirais que la plupart du temps, les gens ont plus peur des jugements. Ils ont peur des qu'en dira-t-on. Et je crois que l'expérience a montré que le cercle restreint est beaucoup plus enclin au jugement. Donc, pour éviter ce genre de choses, les gens préfèrent s'ouvrir à des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout, des inconnus qu'ils auraient peut-être entendus ou lus un jour, prenant en charge ou aidant des gens dans des cas pareils. Donc, je crois que c'est beaucoup plus à cause des jugements, des qu'en dira-t-on, et le manque de confiance qu'on a dans nos cercle, comme je l'ai dit tantôt, qui pousse certaines personnes à aller vers l'extérieur. Donc, on ne dirait pas d'office que c'est parce qu'il y a une attention qui manquerait dans leur environnement immédiat? Je dirais tous autant que nous sommes, nous manquons d'attention pour les personnes qui nous entourent, pour les personnes qu'on côtoie tous les jours, parce que nous sommes occupés. Et comme on le dit souvent, nous avons tous nos problèmes. Et cela nous permet ou nous pousse à ne pas prêter attention à ce qui se passe à côté de nous. Il y a des personnes qui vivent tout le temps à côté de nous, nous avons contact avec eux tout le temps, mais ils sont dépressifs. On n'en sait rien parce qu'on ne se pose pas pour regarder, analyser et essayer de voir les changements de comportement que ces personnes présentent la plupart du temps. Vous parlez des comportements que ces personnes présentent. Pour vous, certainement, on en arrivera. Qui pourrait détecter au premier coup d'œil ce qui n'irait pas chez quelqu'un que vous, certainement, connaissiez déjà? Pour nous autres qui n'en sommes pas spécialistes, comment peut-on déjà savoir que telle personne qui est à côté de moi a des problèmes si elle ne se confie pas encore? Alors, je dirais que quand je parle de changement de comportement, ce sont des personnes, pour la plupart du temps, très tristes, mais d'une tristesse continuelle et qui sont anxieuses, qui ont beaucoup de facilité à porter des jugements et qui sont dans une mélancolie pour la plupart du temps excessive, je vais dire.
Nous notons des pertes d'appétit, des prises de poids, parfois je parlerai de l'isolement. Ce sont des personnes pour la plupart du temps très joviales, très bavardes, mais qui à un moment donné ne souffrent plus, prennent le temps de rester dans leur coin, ils ne parlent plus beaucoup. Et dès qu'une personne se met à avoir ces genres de comportements, à avoir des sauts d'humeur répétitifs, il faudrait nous asseoir parfois et nous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avant d'aller vers la personne? Ne surtout pas porter des jugements par rapport à un comportement que la personne aurait eu, peut-être à une réaction que la personne n'a pas d'habitude et que la personne aurait eu à un moment donné. Il faudrait qu'on se pose. Et je sais que c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains avec des émotions et tout, mais il faudrait qu'on se pose parfois et qu'on se demande mais qu'est-ce qui lui arrive avant de porter des jugements. Parce que porter des jugements sur une personne dépressive, ça peut l'amener à franchir la ligne rouge, comme on le dit. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces comportements et à ce fait. Vous, comment réussissez-vous tout ça? Comment arrivez-vous à aider tous ceux-là qui viennent à vous à se tirer d'affaire? Dites-nous. Alors, je ne dirais pas qu'on arrive à aider toutes ces personnes qui viennent vers nous. La preuve, le cas de suicide dont vous avez parlé tout à l'heure, on fait de notre mieux. En fait, on fait de notre mieux. On le fait par passion. Parce qu'on a peut-être vécu des situations et aujourd'hui, on ne voudrait pas voir des personnes comme nous, nos semblables, vivre la même chose. Donc, je ne dirais pas qu'on arrive à aider tout le monde. On a, par exemple, le cas d'un bébé béninois qui, aujourd'hui, à 3 mois, souffre d'une tumeur cancéreuse au niveau de l'œil droit. Alors, selon les spécialistes béninois, il n'y a pas un traitement adéquat pour lui au Bénin. Mais il urge de faire quelque chose parce que, selon le diagnostic, on doit prendre en charge cet enfant avant 6 mois ou tout au plus 6 mois pour ne pas le perdre à 3 ans. Donc, on a essayé d'aller vers ces spécialistes. On nous a envoyé vers une structure, un centre hospitalier en France. On a contacté le centre hospitalier qui nous a fait un devis, qui nous a envoyé le diagnostic et tout. Mais le problème à ce niveau, c'est que le coût de l'opération, de la prise en charge s'élève à 11 000 €. C'est pas donné. C'est peut-être pas... 11 000 € convertis en francs CFA, puisque vous parlez d'un cas qui s'est adopté au Bénin. De 7 millions. Et puis c'est si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu compliqué pour nous de devoir réussir à avoir ces sous à l'interne en si peu de temps. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller un peu partout, de demander de l'aide à des personnes qui nous aident souvent, mais à des personnes qui n'ont pas encore fait le geste et qui doivent à un moment donné faire parler leur cœur parce que bébé Kylian, ça peut être notre bébé, notre frère, notre sœur, ou peu importe, mais à un moment donné, il faudrait qu'on fasse parler notre cœur, je dirais. Un bébé de 3 mois. 3 mois, qui dans 3 mois, si rien n'est fait, on le perdra dans 3 ans, parce que ce sera dite maladie, des complications et tout, mais on finira par le perdre dans 3 ans. Cela voudra dire que vous avez besoin de personnes pour vous accompagner. Pour ce cas que vous citez, par exemple, est-ce que dans nos pays, vous parlez d'un cas qui est au Bénin, oui, des structures publiques n'existent pas? Nous avons le ministère des Affaires sociales, par exemple, qui pourrait accompagner. Est-ce que ces structures ne vous accompagnent pas quand vous les interpellez souvent? Non, le ministère des Affaires sociales fait beaucoup pour ces cas, vraiment beaucoup. Mais ce sont des personnes qui ne vont pas forcément vers des structures étatiques parce qu'ils se disent que il y a beaucoup de formalités, il faut avoir des relations et tout, mais ils aident. Quand réellement on va vers eux et qu'on pose le problème, on a des justificatifs, on a le dossier au complet. Ils aident très souvent. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une démarche vers
ce ministère vers les organisations, les fondations qui peuvent nous aider à sauver le petit. Ça dit que la plupart des cas qui viennent à vous sont des cas de problèmes d'argent, problèmes matériels, parce qu'on a vite fait de confondre les cas de désespoir à des nécessités. Non, je ne dirais pas qu'il faudrait confondre ces cas des nécessiteux. Je dirais plutôt que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, même si ce sont des aides... je dirais financière ou un truc comme ça, ils ont besoin d'aide, mais ce ne sont pas des nécessiteux. Parce qu'à un moment donné, ils avaient la capacité de se prendre en charge et ce sont des situations qui les ont conduits là. On reçoit beaucoup de cas de personnes qui ont besoin de prise en charge psychologique, donc on réfère à des thérapeutes, mais nous recevons aussi des cas de personnes qui ont besoin d'assistance financière pour peut-être se soigner, pour peut-être se nourrir à des moments donnés, comme le cas d'une jeune dame qu'on a reçue hier, par exemple, qui avait des problèmes déjà à 24 ans. Elle doit apporter le poids du monde avec son bébé de 9 mois. On a dû l'aider financièrement parce que c'était urgent. Entre autres cas, tout ceci se passe, en tout cas pour les contacts qui sont pris avec vous via les réseaux sociaux. On sait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça peut représenter un risque. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce sens? Et ça va être ma dernière question, parce que nous sommes presque à la fin déjà. Il y a un revers. Il y a un revers et je dis, quand ça vous tombe dessus, c'est très compliqué. Et je l'ai appris à mettre des pans en mars dernier. C'est à croire que nous qui sommes derrière ces genres de cas, ces genres de causes, nous ne sommes pas des êtres humains, genre, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc, il faudrait faire beaucoup attention quand prendre la peine et se poser, prendre beaucoup d'informations, être vraiment posé pour pouvoir ne pas faire des erreurs. Merci à vous, Juanita Bokossa. Vous êtes présidente de Dodi. Dodi signifie? Dodi, c'est, je dirais, sois fort. Sois fort. Parce que c'est encore possible. Vous êtes donc présidente de Dodi, une structure de protection des personnes vulnérables. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est tout pour ce numéro de l'entretien, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.